Un homme rentre seul chez lui. Toutes les rues se ressemblent ici, mais aucune n'est vraiment pareille à une autre. Le son de ses bottes frappant le trottoir se répercute dans la nuit fraîche. Mais il n'entend rien. Vissés sur ses oreilles, les casques de son Walkman couvrent ses pas et diffusent une mélodie romantique interprétée par son idole. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un homme à qui la justice a fait confiance. Un peu trop d'ailleurs, hein. Bienvenue sur ma chaîne Black Edelweiss. Bien le bonjour, amis d'histoires étranges. Une question. Connaissez-vous la ville de La Chaux-de-Fonds? En avez-vous au moins entendu parler un jour? Cette cité la plus haute d'Europe est située à 1000 mètres d'altitude et offre un cadre de vie simple et tranquille, entouré de majestueux sapins et de pâturages. Une ville à la campagne, à taille humaine, comme on aime à la décrire. Un lieu inscrit depuis 2009 au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son urbanisme horloger. La Chaux-de-Fonds, c'est aussi le lieu de naissance de Blaise Cendrars, l'écrivain voyageur, de Monique Saint-Hélier, également écrivaine, mais aussi de Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom du Corbusier, le célèbre architecte à réputation mondiale. Mais la Chaux, comme on la surnomme, c'est aussi le parc du Musée international de l'horlogerie et son étonnant carillon, qui vaut le coup d'œil d'ailleurs, ces restaurants de campagne où l'on savoure des fondus à l'année, sans oublier le parc animalier du Bois du Petit Château, rebaptisé Museau, qui invite aux balades familiales le dimanche. Et c'est encore le siège d'une belle équipe de hockey, le HCC, et de nombreux bars parsemés le long de son avenue principale. Aujourd'hui, c'est jour de liesse à La Chaux-de-Fonds. Nous sommes le vendredi 31 août 1979. Cette date marque le coup d'envoi de la fête bisannuelle de la braderie qui va se tenir dans la ville durant tout le week-end. Au programme cette année-là, un rallye, une course de caisse à savon, un défilé en fanfare, sans oublier bien sûr les nombreux stands qui proposent ravitaillements variés et boissons alcoolisées. Tout pour s'amuser dans la joie et la bonne humeur. À l'un de ces stands, justement, est présent ce soir-là Paul Albert, que nous appellerons PA dans ce récit. Il est ce qu'on appelle un grand gaillard d'1,88 m, fort en gueule, plutôt beau gosse. PA a du caractère et ne craint pas d'exposer publiquement ses opinions politiques, par exemple en arborant une croix gammée tatouée sur son bras droit. Âgé de 22 ans, il exerce le métier de livreur et est connu dans la ville. On le voit très souvent promener son look rockabilly punk selon certains le long du pod et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu. Cheveux foncés, blouson de cuir noir, rouflaquettes, lunettes au verre fumé et boots carrés, il ressemble à s'y méprendre à son idole, Elvis Presley. Ce soir-là donc, à l'heure de l'apéro, alors que les rues commencent à se remplir de badauds, PA va faire la connaissance de Roland, un petit homme âgé de 62 ans. Les deux compères partent rapidement dans une discussion et le courant passe agréablement entre eux, si bien que le sexagénaire propose à PA d'aller terminer la soirée à son domicile, de boire des verres au calme, loin du brouhaha des rues noires de monde. C'est vers 20 h que les deux amis quittent la foule, et ça tombe bien, car Roland habite tout près, plus précisément au 26 rue Léopold Robert, non loin de la place sans nom, qui n'existe plus de nos jours et a été remplacée par la tour Espacité au tournant des années 90. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais revenons à notre récit. Dès cet instant, le destin de Roland est scellé et il ne dépassera pas cette nuit fatidique. Peu après l'arrivée des deux hommes dans le logement, l'ambiance va rapidement se dégrader. L'alcool aidant, PA se met à faire l'apologie du Troisième Reich, encensant l'Allemagne nazie comme à son habitude. Ses propos se font de plus en plus tranchants et percutants. De son côté, Roland a du mal à faire face à ce déferlement de haine verbale. En effet, son propre père a vécu la résistance côté français. Il a souvent partagé ses souvenirs en famille. Le sexagénaire tente alors de mettre le jeune homme à la porte. Les propos extrêmes de PA l'ont violemment blessé. Un échange houleux va avoir lieu entre les deux hommes, jusqu'à la phrase de trop, celle qu'il ne faut jamais dire et qui va mettre PA dans une rage aveugle et sanglante. Il commence par asséner plusieurs coups de poing au visage de Roland, et au lieu d'en rester là, il se rend à la cuisine, saisit un couteau, puis revient poignarder à 3 reprises l'homme gisant déjà au sol. 3 coups d'une précision effarante, le cœur, la carotide et le foie sont mortellement atteints.
Puis avec calme et sang-froid, PA, à l'aide d'un mouchoir, efface les empreintes éventuelles. Il quitte l'appartement après avoir dérobé le porte-monnaie du sexagénaire. D'ailleurs, au sujet de ce vol, il confiera plus tard à la police avoir voulu fêter dignement la braderie et qu'il ne possédait que 10 francs sur lui. Alors, il faut de l'argent pour faire la fête. Ainsi, PA ou Elvis, appelez-le comme vous voulez, retourne festoyer en ville. Il est 21 heures, la fête est loin d'être finie et va durer jusqu'au petit matin. Il faut en profiter. À un instant, il rencontre un de ses potes à qui il confie le plus naturellement du monde qu'il vient de tuer un homme. Seul problème, il a oublié sa montre dans l'appartement. Aussi, PA propose à son ami de l'accompagner sur place pour la récupérer. Ce dernier croit à une bonne blague de la part de son pote Elvis. Mais lorsqu'ils arrivent chez Roland, il doit se rendre à l'évidence. Il y a bien un homme inanimé gisant dans le salon. Le copain, dévoré par la peur, tente de garder son calme et s'arrange pour rapidement fausser compagnie à PA. Il va se rendre immédiatement au poste de police. Dès 23 heures, les gendarmes sont à la recherche du jeune meurtrier, déjà bien connu de leur service. Il s'agit à présent de l'interpeller sans qu'un nouveau drame ne se produise. Les forces de l'ordre savent bien à qui elles ont affaire. Elles sont face à un jeune homme qualifié déjà plusieurs fois d'irrécupérable par les experts qui diront, je cite, que l'individu manque de retenue, passe trop vite aux actes et n'a pas le frein intérieur, jouant contre les pulsions violentes que nous pouvons tous avoir. En outre, l'expertise a ajouté que PA peut être dangereux au point de tirer contre quelqu'un. Et lorsque ce dernier rentre au petit matin le samedi 1er septembre, c'est encore et toujours la voix d'Elvis qui le porte jusque chez lui, dans une mélodie romantique et entraînante. C'est après son interpellation à son domicile vers 2 heures du matin qu'Elvis finit par se mettre à table. Il reconnaît son acte et n'invoque aucune circonstance atténuante. Il ne parlera même pas de son ivresse. Son taux d'alcool est mesuré à 0,9 pour 1000 à 3 heures du matin. Ce taux d'alcoolémie peut difficilement expliquer à lui seul une telle perte de raison. Le meurtre commis par le jeune homme est de ce fait aussitôt considéré comme intentionnel, pervers et sordide. Le procès se tient en avril 1980 à Neuchâtel. Après l'intervention d'un psychiatre, on brosse le portrait de l'accusé comme un homme à l'esprit pervers, dangereux pour la société, impulsif et dénué de maturité affective. La Cour retiendra finalement l'assassinat ainsi que la notion de responsabilité diminuée pour PA. Elvis est alors condamné à 14 ans de réclusion. Cependant, un internement en établissement approprié est privilégié. Seul problème est de taille. Une telle structure est inexistante à l'époque pour des cas comme celui du jeune homme. PA fera alors la tournée des pénitenciers et des établissements psychiatriques de la région, dans une ronde incessante. Mais comment en sommes-nous arrivés là, dans une petite ville si calme où tout le monde se connaît, à minima de vue, où la réputation de ses habitants est chaleureuse et où il ne se passe jamais rien de très grave? PA, surnommé Elvis à sa demande, est né en 1957. On peut dire que l'équilibre familial n'est pas top. Son père est un homme plutôt passif et porté sur la boisson. Sa mère, elle, souffre d'obésité. On la décrit comme possessive, surprotectrice envers son fils, qui en retour est extrêmement attaché à elle et va jusqu'à l'idolâtrer. Un frère complète le tableau. Il est dit de lui qu'il est simple d'esprit, un débile pour reprendre les termes de l'époque. Et dès son plus jeune âge, PA fait parler et cause bien du souci tout autour de lui. Déjà en 1971, alors âgé de 14 ans, il est interpellé pour vol et acte de vandalisme. Il casse des pots de géranium et lacère en série les pneus des autos. À son palmarès, dès cette époque figurent aussi des tentatives d'incendie. Rien de bien méchant au regard de ce qui va suivre, je vous l'accorde. Placé à l'âge de 15 ans sous tutelle, il est rapidement jugé par les autorités comme étant irrécupérable. Retenez bien ce mot. Son parcours est jalonné de séjours plus ou moins longs, de maisons de redressement, en hôpital psychiatrique, notamment à Préfargier, où il échouera suite à une tentative de suicide. Tout cela en vain, puisque PA reste instable dans son comportement et ne parvient à s'adapter nulle part.
En 1976, PA a 18 ans et l'heure est venue pour lui d'accomplir son service militaire. Mais même l'armée ne voudra pas du jeune homme, qu'elle qualifie, je cite à nouveau, de débile mental gravement caractériel, avant de le virer. Il aurait effectivement provoqué un véritable scandale à l'école de recrues. PA est un rebelle, n'est-ce pas? Au bénéfice d'une rente pour invalidité à partir de la même année, son comportement n'en devient pas moins agressif et ses coups de gueule et de poing sont fréquents. PA est donc sans emploi. Néanmoins, il serait devenu un bon mécanicien après avoir effectué un apprentissage dans ce domaine à Grandson. Le jeune homme aura même quelques emplois, mais retombera vite dans la délinquance du fait de son instabilité. Suite à une nouvelle expertise plus poussée en 1977, PA est considéré gravement dangereux pour la société et son internement est finalement ordonné par le tribunal. Il n'est alors âgé que de 20 ans. Mais il est libéré à l'essai 2 ans plus tard, soit le 14 février 1979. Cette sortie est bien sûr accompagnée des précautions d'usage, comme un suivi psychiatrique obligatoire, des contrôles réguliers, l'obligation d'avoir une occupation, etc., etc. Mais à ce moment-là, on ignore tout du drame qui va se jouer durant la braderie, 6 mois plus tard. Alors qu'il est en prison, suite à sa condamnation pour le meurtre de la braderie, il se marie le 11 mai 1990 avec une jeune femme que nous appellerons Nicole. Cette dernière, maman de 2 jumeaux d'une précédente union, exerce le métier de sommelière. Selon ses voisines, c'est une femme responsable et qui sait tenir ses jeunes enfants correctement, d'après leurs propres termes. Le 2 août 1990, le président de la cour d'assises prononce une libération à l'essai pour PA. On croit encore à sa réhabilitation. On souhaite lui offrir une seconde chance. C'est important de se réinsérer dans la société, n'est-ce pas? Et il va de soi qu'Elvis ne sera pas lâché dans la nature et qu'il devra s'astreindre à certaines conditions, telles que résider avec son épouse dans un lieu fixe, être abstinent. On sait que dans son cas, l'alcool justement semble révéler ses démons. Trouver un job régulier et accepter d'être suivi régulièrement par le centre psychosocial. PA devra également se plier aux ordres de son tuteur. Mais le temps passe et PA ne se rend plus à ses rendez-vous. Outré, son tuteur finit par lâcher l'affaire et la tutelle est levée seulement 5 mois après sa libération. Suite à cela, Elvis aurait dû à nouveau être privé de liberté. Mais il n'en sera rien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que PA est loin de respecter les règles quant à sa libération conditionnelle. Pour commencer, cela se passe mal, très mal même, au sein de son couple. Les engueulades sont fréquentes, ce qui pousse PA à se louer une chambre à la rue de la Balance, dans le quartier de la Vieille Ville. Il revient régulièrement chez sa femme à la rue de la Serre, mais n'y réside plus vraiment de manière stable. Dans le quartier, tout le monde craint Elvis. On évite le grand gaillard, surtout depuis sa tentative d'intimidation envers une voisine. Nous sommes au mois de septembre 1991 et c'est de nouveau un week-end de braderie à la Cho. Lorsqu'elle ouvre la porte de son appartement, PA empoigne la femme et la menace de mort si celle-ci ne cesse de le traiter partout d'assassin. Puis, calmé par son épouse présente, le jeune homme rentre chez lui. Heureusement pour la voisine, l'histoire en restera là. Par ailleurs, on sait, selon un article de l'Impartial, journal local de l'époque, qu'à cette période, soit quelques mois avant sa terrible récidive, Elvis est sans emploi et passe ses journées au bistrot, le plus souvent seul, à boire des ballons de vin blanc. Il est âgé de 34 ans à présent. Il est totalement libre. On le voit fréquemment au Café du Commerce, établissement connu des chaudefonniers de l'époque. Un lieu à éviter, nous disaient nos parents, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Fringante sicilienne âgée de 58 ans, Angela est dépeinte comme une personne de caractère qui ne se laisse pas mener en bateau, une femme solide. Séparée de son mari et mère de 4 enfants, elle apprécie les sorties et rejoint souvent ses amis au bar Le Terminus, situé sur l'avenue Léopold Robert, ou à la terrasse. On la voit aussi danser certaines nuits à la Boule d'Or, dancing prisé des chaudefonniers dans les années 90. Une femme qui aime la vie, qui la croque à pleines dents. Handicapée d'un œil, elle est sans activité professionnelle en 1991. La quinquagénaire vit à la rue du Progrès, une de ces longues artères parallèles au pod et qui traverse la ville d'est en ouest. En cette soirée du samedi 19 octobre 1991, Angela ignore qu'elle est en train de vivre ses derniers instants.
À cette même époque, Elvis vit officiellement à la rue de la Serre. Bien que résidant à quelques minutes l'une de l'autre, les deux personnes ne se connaissent apparemment pas. Au matin du 20 octobre 1991, une vision d'horreur s'offre aux habitants d'un immeuble situé à la rue Jardinière. Par la fenêtre, plusieurs voisins aperçoivent un corps étendu dans l'arrière-cour. À côté d'une voiture, une femme gît, effectivement, sans vie sur le béton. La pauvre dame a non seulement été tuée, mais en plus on semble s'être acharné sur elle. Son corps est mutilé à divers endroits, des endroits sensibles découpés minutieusement et déposés à côté d'elle. Sa cage thoracique a été défoncée à coups de talon, ainsi que son crâne. Elle a les deux yeux crevés et des mèches de ses cheveux ont été découpées et éparpillées sur ses jambes. Pardon pour les détails sordides. Dans la stupeur, on prévient la police. Le secteur est bouclé, les enquêteurs sont à l'affût du moindre indice et de l'arme du crime. Tout est fouillé jusqu'aux égouts. Un appel à témoins a été mis dans la presse locale dès le lundi 21 octobre. Les policiers ont déjà une liste de suspects potentiels et PA y figure bien évidemment. Alors cette même nuit, les agents font une descente à son domicile et appréhendent leur suspect après avoir défoncé la porte de son logement. Ils doivent l'interroger au plus vite. Sa femme est arrêtée dans un deuxième temps et les deux enfants sont aussitôt confiés à une assistante sociale. Et dans la cage d'escalier de leur immeuble, des traces de sang sont encore visibles le long des murs. Dans un premier temps, PA se défend d'être le responsable de ce crime abject. Ce n'est pas lui le coupable, il n'a rien fait. Puis il finit par raconter en détail la nuit du 19 octobre. Ce soir-là, il est allé boire des verres au Français, unique restaurant de nuit à la Chaux-de-Fonds, connu loin à la ronde et réputé pour ses steaks lasagnes et ses escargots. Une petite parenthèse s'impose ici. On ne peut parler du cercle français sans évoquer celle qui fut jusqu'en 2015 la figure emblématique du lieu. La Malou, une femme menue, dotée d'un fort caractère et qui menait son restaurant avec poigne depuis 1955. Disparue depuis, beaucoup s'en souviennent encore. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez aussi connu les belles années du français. Mais revenons à nos moutons. Il est environ 3h30 lorsqu'Elvis sort du restaurant pour rentrer chez lui. À un croisement avec la rue des Armes Réunies, il aperçoit une femme marcher près de lui. Elle aussi semble rentrer chez elle. Leurs chemins se croisent, mais alors qu'il s'apprête à tracer sa route, quelque chose dans l'attitude de cette femme l'interpelle. Elle le fixe du regard, un peu trop longtemps à son goût, sous les lampadaires. Puis elle commence à l'insulter, lui dit l'avoir reconnu, lui, le tueur de la braderie. Et comment se fait-il qu'il soit ici, avec elle, en train de marcher? Sa place est en prison, non? Violente altercation va avoir lieu entre elle et Elvis, qui, comme vous vous en doutez déjà, a perdu toute retenue, tout frein à sa rage depuis plusieurs minutes. Alerté par le vacarme des voix, un témoin observe la scène du haut de sa fenêtre. Il dira avoir vu un homme frapper plusieurs fois une femme, puis être simplement retourné se coucher. Et c'est dommage, car à partir de ce moment-là, PA va s'acharner sur Angela, comme il dira, pour laver sa fierté et son honneur. Puis il rentre chez lui, avec une blessure au visage. À sa femme qu'il retrouve, il annonce simplement, je cite, « J'ai refroidi une bonne femme. » Nicole va alors l'aider à nettoyer ses vêtements imbibés de sang et son couteau papillon. Entre-temps, les enfants se sont aussi réveillés. Leur mère leur annonce alors « Pitch vient de zigouiller une bonne femme. » Elle semble avoir du mal à y croire. Ou alors c'est de l'humour. Je vous laisse choisir. Au lendemain de l'arrestation, Gilles Bayot, rédacteur en chef de l'Impartial à l'époque, tiendra les propos suivants dans son édito intitulé « Peine de mort pour les victimes ». On est en pleine fiction. On dit qu'il y a des mesures d'accompagnement. Il y en a, mais cela relève de la seule volonté du délinquant que l'on considère d'abord comme un malade. Froidement, on se lave les mains avec des pseudo-mesures hypocritement. En libérant ces individus dangereux, on lâche une bombe dans la société en espérant qu'elle n'explose pas. À la fin du mois d'octobre 1991, Elvis envoie un courrier au conseiller fédéral de l'époque, Arnold Kohler. Dans sa lettre, après avoir fait l'inventaire de ses actes, il demande à l'homme politique de rétablir la peine de mort, au moins de manière exceptionnelle et uniquement pour lui. Cela semble être un mea culpa, n'est-ce pas?
Mais son caractère imprévisible et instable le pousse à tout nier en bloc lors de sa comparution en audience préliminaire au mois de juin 1992. Celle-ci se tient au château de Neuchâtel. Péa y arrive sous bonne escorte et menottée. Son épouse est également présente sur le banc des accusés. Représentée par maître Gérard l'héritier, elle comparaît pour entrave à l'enquête et est accusée d'avoir dissimulé des preuves. Elle nie elle aussi la responsabilité de son mari, malgré d'importantes preuves scientifiques. Le procès est fixé au 15 septembre 1992. Péa s'y présente changé. Il s'est rasé de près, porte ses lunettes à verre fumé, est vêtu de jeans et d'une blouse blanche, et il a troqué son blouson de cuir contre une veste noire, style Bombers. Dites-moi si vous avez connu les Bombers. Aux quelques journalistes présents sur place, il se retourne et lance texto. Pas de photos, bande de connards, nom de Dieu. Selon un reporter présent à l'époque, l'ambiance est tendue au tribunal et celui-ci est plein à craquer. Tous et toutes craignent un acte de vengeance et ou un nouvel accès de rage de Péa. Elvis s'entête à tout nier, en bloc. Puis il tente d'amadouer les jurés, avec quelques larmes au moment d'évoquer son enfance difficile. Il applaudira à la lecture d'une de ses lettres dans laquelle il affirme souhaiter la chambre à gaz aux juges et aux avocats. Puis il raconte une nouvelle version de la nuit des faits. Il est sorti seul pour boire des verres. Il avait consommé du hash et de la coke. En sortant de dancing, il s'est fait agresser par, je cite ses propos, 3 bougnoules à l'accent français, qui l'ont laissé inanimé sur le sol. Lorsqu'il a repris connaissance, il a constaté des blessures, alors il a remis son Walkman sur ses oreilles et a repris le chemin de son domicile. Mais arrivé quelques rues plus loin, il est tombé sur le cadavre d'Angela. Il a alors retourné son corps, ce qui explique la présence du sang de la défunte sur ses vêtements. Il s'est abstenu de prévenir la police de crainte d'être accusé lui-même du crime. Péa admettra avoir pris en passant 70 francs à Angela qu'elle gardait dans son poing fermé avant de quitter les lieux. Le crime et l'opportunisme. Thierry Béguin, procureur général du canton de Neuchâtel, ne croit pas un mot de cette nouvelle version. En effet, Péa a fourni précédemment aux enquêteurs des détails que seules les personnes liées de près à l'enquête étaient à même de connaître. Et il y a les aveux enregistrés des enfants, des témoins. Cette fois, c'en est trop, et Thierry Béguin se sent le devoir de protéger définitivement la société de ce dangereux psychopathe. Il a pris une bonne décision, n'est-ce pas? Il va de ce fait plaider pour une peine de privation de liberté à vie pour Péa. L'avocat de Péa, maître Jacques Mélan, va tenter de plaider un excès de légitime défense. La victime a verbalement provoqué Péa, le poussant au bout de son retranchement, le propulsant dans une colère aussi folle. Angela l'aurait fortement insulté, lui mais aussi sa femme Nicole. Pas étonnant qu'Elvis soit sorti de ses gonds, non? Mais les juges ne font pas cas des arguments de la défense. Le verdict tombe alors. Ce sera la prison à perpétuité pour Péa. À Ajaccio, beaucoup se souviennent de ces années sombres, ces années de peur et de doute, où un meurtrier se baladait en toute liberté dans ces rues. Les anciens se souviennent de l'affaire, les plus jeunes ne la connaissent sans doute pas. Les années se sont écoulées, d'autres faits divers plus ou moins graves, plus ou moins importants, se sont succédés dans la ville horlogère. Pourtant, au fil du temps, les Chaux-de-Fogny restent marqués. Ils n'oublieront jamais le jeune homme passionné par le King, sa silhouette au détour d'une rue ou dans un bus. Ses talons frappant le trottoir, un son qu'on croit entendre encore parfois dans les nuits froides, se répercutant le long des rues interminables et rectilignes dans la cité horlogère. Voilà, chers amis de l'étrange, j'espère que cette histoire vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des précisions à apporter sur cette affaire, ne sait-on jamais. Toute parole bienveillante est la bienvenue. Moi, je vais vous donner mon point de vue en tant que chaux-de-fonnière parce que, effectivement, je suis née et j'ai grandi à la Chaux-de-Fonds. Et en préparant cette histoire, justement, il m'est revenu à l'esprit des impressions d'avoir effectivement, étant petite, je pense qu'à l'époque, dans les années 91, j'avais dans les 12-13 ans, je revois encore du coin de l'œil
ce bonhomme passait, parce qu'on le voyait vraiment partout, quand on allait, en ville, sur la rue Léopold Robert, faire des magasins ou comme ça, il était là, on le voyait marcher. Il avait vraiment ses bottes qui tapaient le sol, un genre de Santiago Bucaré. Il avait ses lunettes, effectivement, il ressemblait à Elvis Presley, effectivement, et moi je me rappelle l'avoir croisé, mais vraiment vite fait, en fait, dans les bus, dans les magasins, sur l'avenue Léopold Robert. On peut dire sur cette affaire que c'est pour moi un immense raté judiciaire. Je pose la question évidemment de la récidive, mais comme je voulais vous dire, avec le recul, je me dis: «Ben tiens, on était des gamines, hein, mes sœurs et moi, on se baladait en ville avec des amis, à proximité, à 2 doigts d'un meurtrier récidiviste, en fait». Il était jugé, dangereux pour la société, non, il était là parmi nous et heureusement aussi que, ben, ses victimes, ses proies n'étaient pas, de jeunes enfants ou, des adolescents, quoi. Voilà. Pour moi, oui, ça pose aussi la question de l'incompétence juridique, l'autorité tutélaire qui, parce que le tuteur, il est à bout, le tuteur, il en a marre, ben, au bout de 5 mois, il lève la tutelle, sans autre forme de mesure, protectrice pour la société ou de mesures supplémentaires auxquelles le mec, il doit se plier. C'est quand même extrême aussi, je trouve, voilà. Hem, Dites-moi encore si vous connaissez la Chaux-de-Fonds, si vous y êtes déjà allés? C'est une très belle ville, je dis pas ça parce que j'y suis née, mais c'est une ville qui est quand même à part, je trouve, justement à mi-chemin entre la cité, très urbanisée et la campagne, voilà, bah, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et ça reste quand même un endroit, comme tous les lieux qui nous ont vus naître, cher à mon cœur. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les partages dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Sur ma précédente vidéo, plus de 1000 personnes avaient regardé ma vidéo, mais peu de personnes se risquent à cliquer sur la petite cloche. Vous risquez rien, ça va pas vous exploser au visage. Vous pouvez cliquer pour m'encourager à poursuivre ce travail. Et puis, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour une nouvelle histoire étrange. Tenez-vous au courant et prenez soin de vous.